Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Après le regroupement municipal de 2002, le secteur de Chipcha s'est développé à une vitesse fulgurante. L'ancienne municipalité de Saint-Jean-Vianney, qui est partie intégrante de Chipcha, s'inscrit dorénavant dans l'histoire de toute une nation. Comme à chaque semaine, on s'arrête sur l'histoire d'une partie de la ville ou d'un équipement de la ville, jusqu'à la fusion et après, qu'est-ce qui s'est passé depuis la fusion. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Chipcha, la municipalité de Chipcha, qui est devenue une partie de Ville de Saguenay. Alors, à Chipcha, comment ça marchait avant? En 1844, vous savez que la ville de Chicoutimi est fondée en 1842, alors par Peter McLeod. Mais son père, le père de Peter McLeod, s'appelait aussi Peter McLeod. Ça devient mêlant, hein? Alors, lui, il habitait à Chipcha, c'était le premier qui était à Chipcha. Ce n'était pas une municipalité dans ce temps-là, évidemment, mais c'est important de le savoir parce que le père de Peter McLeod, il a joué un rôle important dans le développement de la région. Et c'était principalement la fourrure. C'est devenu le bois, mais c'était principalement la fourrure. C'était des gens qui étaient des entrepreneurs importants. Ça parlait anglais, français, amérindien. Ils allaient sur la Côte-Nord. Et aller sur la Côte-Nord, dans ce temps-là, ils ne prenaient pas d'autobus, imaginez-vous. Alors, ils se rendaient là, ils allaient un peu partout. Il y avait des activités, des contacts avec un peu tout le monde au Québec et les Indiens aussi. Donc, c'était vraiment des gens actifs. Lui, par exemple, le père de Peter McLeod, le fondateur de Chicoutimi, il a eu 15 enfants, 3 mariages. Alors, et le Peter McLeod, fondateur de Chicoutimi, était de son premier mariage. Donc, des gens entrepreneurs qui étaient, lui, il était à Chipcha. En 1867, ça c'est l'année de la création du Canada, hein? 1867. À ce moment-là, le personnage important qu'on pourrait considérer comme le fondateur, c'est Alexandre Murdoch. Alexandre Murdoch, c'est le grand-père de John Murdoch, dont on entend parler souvent. Hein? Le Murdoch dont on entend parler à Chicoutimi d'une façon importante parce que toutes sortes d'équipements qui s'appellent Murdoch. Il a été vraiment l'entrepreneur de la place. C'était John Murdoch, le petit-fils d'Alexandre Murdoch. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, pour que ça devienne une ville? Comment ça a commencé à se développer? Il faut se rappeler qu'en 1928, OK? 1928, c'est-à-dire entre les deux guerres, là, il y a de l'activité sur les barrages, les centrales hydroélectriques, hein, Chute-à-Caron, le barrage actuel qu'on voit à Chipcha, le dernier, Chipcha 2 n'est pas construit, ça a été construit pendant la guerre. Mais en 1928, il y a une ville qui s'appelle Ville-Racine. Il n'existe plus, juste à côté du pont d'aluminium. Quand vous partez de Jonquière, vous traversez le pont d'aluminium là, en ligne droite. Là, si vous alliez un petit peu plus loin, là, faire 500 mètres, vous seriez dans la ville qui s'appelle Ville-Racine. Donc, c'est la première installation importante hein, avant Chipcha. Et en 1930, on crée la municipalité de Chipcha. Alors, en 1977, c'est là qu'on l'annexe à Saint-Jean-Vianney. Mais il faut parler de Saint-Jean-Vianney avant, parce que Saint-Jean-Vianney, Chipcha, la même chose. Mais ça n'a pas toujours été la même chose. Il y a eu, il y a eu une division, puis après une fusion. Allons voir ça. Et il y a eu surtout une catastrophe majeure à Saint-Jean-Vianney qui a marqué le Québec et qui a fait en sorte justement que la sécurité civile on en a pris conscience vraiment à partir du désastre de Saint-Jean-Vianney le 4 mai 1971. Il faut savoir qu'en 1952, on est loin de 71, 20 ans avant, Saint-Jean-Vianney se détache de Chipcha et là, on crée une municipalité différente de Chipcha qui s'appelle Saint-Jean-Vianney. Vous allez voir, on va revenir avec la fusion plus tard. C'est un peu mêlant, mais c'est comme ça. Alors, on appelle Saint-Jean-Vianney, là, ça a un surnom. Vous savez, les villes ont souvent un surnom. Ici, on l'appelle le paradis de la région du Saguenay. Le paradis. C'était vraiment une belle place, hein, le paradis. C'était le dortoir des ouvriers de l'Alcan dans le temps.
Mais il faut que je vous raconte ce qui se passe. Vous le savez, mais j'ai vécu une expérience personnellement assez spéciale le 4 mai 1971. 4 mai 1971, je suis avec un groupe d'amis et on est après regarder le premier match des finales entre les Blackhawks de Chicago et le Canadien de Montréal. Dans ce temps-là, on dit que le hockey est populaire aujourd'hui, mais le souvenir que j'ai, là, je pense que c'était plus populaire dans ce temps-là. Là. Il y avait seulement 6 équipes, puis on suivait ça. Le Canadien de Montréal, c'était notre équipe, et on suivait ça avec attention. Donc, on s'en va le 4 mai 71. À ce moment-là, là, pour vous situer un peu, moi, je suis dans ma dernière année de cégep à Chicoutimi. Ça vous donne une idée. J'entre à l'université l'année suivante. Alors, on est ensemble, un groupe d'amis, et on regarde le match de hockey. Arrive un monsieur qui s'appelle Roland Tremblay, je me souviens, arrive pour nous dire, l'heure peut-être 10-11 heures le soir, pour nous dire il y a eu un glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney, et la manière qu'il raconte, c'est important, mais jamais important comme on l'a réalisé plus loin. Moi, dans ma tête à moi, 5-6 maisons qui sont tombées un peu. Et comme j'ai des fois toujours le goût de tout voir, hein, ça me vient, c'est pas depuis que je suis maire, je veux voir. Je dis à ce monde-là, « Hey, c'est arrivé à Saint-Jean-Vianney, on va-tu voir? » Mais personne ne veut venir, sauf Marcel Gauthier. Alors, Marcel Gauthier, à ce moment-là, c'est le curé de Saint-Jacques-d'Arvida. Alors, il dit, oui, moi y aller, moi j'aimerais ça y aller avec toi. Moi, j'ai une petite auto, fait qu'on part d'Arvida et on s'en va à Saint-Jean-Vianney. En arrivant à Saint-Jean-Vianney, il n'y a pas de lumière du tout, c'est bizarre. Aucune lumière. Et il n'y a pas de cris puis d'affaires, là. C'est lugubre. Mais il n'y a pas de lumière. Là, on se demande, on ne sait pas où c'est là, le glissement de terrain. On s'informe un peu, mais ils nous disent qu'il y a une catastrophe, mais ils n'ont pas l'air trop au courant non plus. Alors là, on avance, on décide de stationner l'auto, heureusement, et de marcher. Il n'y a pas de lumière. On ne sait pas trop où on va. Puis on n'a pas emporté de lumière de poche avec nous autres, on n'a pas pensé à ça, on n'a rien. Alors là, on parle, il y a du monde affolé un peu, mais il se passe quoi vraiment, je ne sais pas trop. Alors, on s'en va juste, mais on sent que le sol est instable. Ça, je me souviens de ça. On sent que le sol, ça fait drôle quand tu marches, ça bouge un peu. Alors là, on arrive à un certain endroit où il y a un attroupement. Y a-tu 50 ou 100 personnes? D'après moi, c'est comme ça, là, l'attroupement. Et là, on se parle, puis il y a une catastrophe, on ne sait pas trop c'est quoi. Jusqu'à temps qu'arrive un camion avec des lumières qui sont tirées, des lumières sur un trailer. C'était les gens d'Arvida, hein, les policiers ou les pompiers d'Arvida, je ne sais pas trop, qui arrivent avec un camion, un trailer, et ce sont des lumières qui marchent au diesel. Et des lumières grosses comme ça, là. Il y en a plusieurs sur le trailer. Là, on éclaire le trou. Là, nous, on voit, là, tous les spectateurs, on voit le trou, puis on ne s'imaginait pas pantoute que c'était ça. Il fait noir. On ne voit pas, on ne voit rien. Puis on n'entend presque pas de cris, là. Il n'y a rien. C'est lugubre, mais c'est pas si pire que ça, là. Quand on a vu le trou, peux-tu vous dire qu'on est parti? Hein? Moi, Marcel Gauthier, je l'ai oublié complètement. On oubliait tout ça. On partait à courir comme des fous, là. On courait. Il fallait s'éloigner de ça. Et finalement, j'ai trouvé mon auto. Marcel Gauthier est arrivé. Et on est partis ensemble, là, puis on racontait ça en arrivant ici, ce qu'on avait vu, c'était épouvantable. Un trou avec des maisons tout croches, puis on n'a pas pris le temps d'observer bien longtemps, là, parce que c'était une question de survie. Alors, j'ai toujours aimé ça, aller voir. Des fois, j'aurais pu payer pour, parce que la madame qui est restée sur le toit de l'auto, c'était une madame comme moi qui était allée voir, puis elle restait toute la nuit sur le toit d'un auto, dans le fond, elle a dû trouver ça moins drôle. C'est que il n'y avait pas de système de sécurité dans ce temps-là. On ne nous avertissait pas de ne pas y aller. Il n'y avait rien. Tu sais, tu y vas, tu vas voir. Je me souviens d'avoir vu les fils électriques qui bougeaient quand ils ont allumé les lumières, probablement, ou le ciel était peut-être assez clair pour le voir, je ne sais pas. Mais je voyais les fils électriques qui bougeaient. Et le lendemain matin, il y avait des cours au cégep, et moi, je demeurais à Arvida. Donc, pars d'Arvida, va au cégep, je passe en bordure du Saguenay, et je me rappelle d'avoir vu des débris sur le Saguenay, et entre autres, une vache qui était sur une roche. Elle était morte, elle était sur une roche. Je me rappelle très bien d'avoir vu des débris. Évidemment, j'observais ça comme tout le monde. Tous ceux qui passaient sur la rivière Saguenay observaient les dégâts. Mais les nouvelles n'étaient pas rapides comme aujourd'hui. On n'avait pas vraiment conscience de ce qui se passait. Mais tranquillement, on a appris qu'il y avait beaucoup de morts puis tout ça.
Hein, c'était bien compréhensible qu'il y a eu des morts avec le trou immense qui s'était fait là. Parce qu'il ne faut pas oublier que Shipsha, ça a une histoire un peu dans ce sens. D'abord, le mot Shipsha, c'est un mot indien qui signifie rivière fermée. Et en 1450, c'est les historiens qui le disent, parce qu'en 1450, il n'y avait pas de monde ici, sauf les Amérindiens. Il n'y avait pas de monde ici pour nous raconter ça, puis il n'y a pas d'écrit. Mais en 1450, on prétend, puis c'est avec certitude, là, les spécialistes sont capables de le confirmer, qu'il y a eu une catastrophe semblable, mais 10 fois plus grosse. Alors, 10 fois plus grosse. Et est arrivée aussi une autre catastrophe quand on a eu le fameux tremblement de terre de 1663. Le tremblement de terre de 1663, c'est de loin et de loin le plus gros tremblement de terre de l'histoire du Canada. Il y a eu un tremblement de terre épouvantable en 1663 et ça, c'est documenté. Marie de l'Incarnation a beaucoup d'écrits là-dessus et les relations des Jésuites en parlent et tout ça, ça concorde là, pour nous dire que ça a été un tremblement de terre extraordinaire et ça a eu des répercussions pendant des mois. Il y avait des secousses pendant des mois après. L'eau du fleuve Saint-Laurent est devenue jaune, même si c'était au mois de février. Et là, il y a eu des lacs qui se sont créés. Ça a été une catastrophe terrible. Et est arrivée aussi cette catastrophe-là aux Terres rompues, à Shipsha. Et c'est pour ça que ça a le surnom de Terre rompue. On a toujours appelé ça les Terres rompues. Alors, c'était un site extraordinaire, mais un site dangereux. Apparemment, ces questions de danger-là, ça serait terminé. Et on a appris après qu'il y avait eu 31 victimes. Ils ont trouvé des corps jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et il y a 13 de ces victimes-là qui n'ont jamais été retrouvées. Donc, il y a eu une campagne de souscription importante qui a été faite au Québec. On a recueilli 850 000 Pour le temps, c'était important. Et on a organisé la semaine suivante un gala secours pour venir. On a même une chanson de fête à ce moment-là. Un gros gala secours. Il y avait René Simard, il y avait bien du monde dans ça, quelque chose d'important parce qu'au Québec, ça a fait la manchette partout. Ça s'est fait au Centre Georges Vézina le 9 mai 1971, ce gala secours-là. Et le 13 mai, on ne perdait pas de temps dans ce temps-là dans la papeterie, hein, le 13 mai 71, donc 2 semaines plus tard, on ferme définitivement Saint-Jean-Vianney. Alors, on dit on ferme, et il y a 200 maisons qui sont récupérables. On prend c'est beaucoup 200 là. On prend ces 200 maisons-là, avant l'hiver, il faut les transporter, les installer à Arvida, au plateau des Chênes. N'oubliez pas que les gens-là, on les avait logés dans des roulottes temporaires, mais là, l'hiver s'en venait, puis bon. Alors, on a transporté ça sur le pont d'aluminium. On transportait les maisons sur le pont d'aluminium ici. Alors, c'est l'événement de Shipsha, si on veut, parce que c'était Saint-Jean-Vianney, c'était fusionné. C'est fusionné après. C'est après toute cette catastrophe-là qu'on a fusionné le territoire de Saint-Jean-Vianney avec celui de Shipsha. Alors, je vous laisse le temps d'un petit message et je vous reviens tout de suite après pour vous parler de ce qui s'est passé depuis la fusion. Donc, on arrive à la fusion et on constate évidemment que la Shipsha c'est très étendue, mais le statut qui a été donné à Saint-Jean-Vianney par, c'était Robert Bourassa qui était premier ministre dans ce temps-là, Pierre-Éliott Trudeau à Ottawa, ce statut-là fait en sorte qu'on n'a plus le droit de bâtir à Saint-Jean-Vianney. Il reste un peu de vestiges, là, le parvis de l'Église, ces affaires-là, mais on n'a plus le droit de bâtir là. Donc, c'est un territoire, il y a des anciennes rues qui ne demandent pas trop d'entretien, mais qui servent à certaines activités là, sportives, l'été particulièrement. Mais il n'y aura jamais de construction. C'est interdit
de construire sur ce territoire-là. Avec ce qui s'est passé, je pense que c'est souhaitable. Il y a une question de respect aussi, quand il y a eu 31 décès, là, de respecter ce territoire-là. Tout ce qui reste, c'est le cimetière qui était à l'autre extrémité de la ville. Il est très, très beau. Hein? C'est un des plus beaux cimetières de la ville. Lui est encore actif. Il y a encore au cimetière, il sert encore. Il y a encore des gens qui se font inhumer à Saint-Jean-Vianney. Donc, on prend la ville à ce moment-là, au moment de la fusion. Là, je dois vous dire que dans toutes les villes qu'on a prises, là, c'était pas la plus belle. Non, non, non. Il y avait beaucoup. D'ailleurs, je me souviens que quelques années auparavant, ou l'année auparavant, on avait congédié tous les employés parce qu'on n'était pas capable de finir l'année avec le budget. Puis il ne se produisait pas tellement de réparations. Là. Dans toutes ces années-là, il n'y a plus de réparations qui se faisaient. L'incendie, toutes ces affaires-là, il ne restait plus d'équipement. C'est une ville qui est une des plus belles. Là. Allez faire un tour, je vous le dis, là, on n'y va pas souvent, mais moi, là, j'aime ça y aller souvent parce qu'on part, on va voir l'ancien Saint-Léonard, la vue qu'on a sur le Saguenay. C'est ce qu'il y a de plus beau au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est de toute beauté, là, parce qu'il n'y a pas de marée, évidemment, à cause des barrages, et on a une vue splendide du Saguenay, et le territoire est tellement beau, là, c'est beau, et c'est divisé en deux. Hein? Tu as la partie Saint-Léonard qui est sur le bord du Saguenay, et tu as la partie plus haute, il y a quand même une bonne distance entre les deux, qui est le plateau. Tout ça, c'était la même municipalité qui s'est fusionnée avec la ville. Donc, après la fusion, il fallait réorganiser tout ça. Il y avait de l'ouvrage à faire à cet endroit-là. Le principal problème, si on voulait développer, c'était l'eau potable. L'eau potable était désorganisée, il fallait aller la chercher de Chicoutimi-Nord. C'est loin, là, partir de Chicoutimi-Nord, s'en venir avec un tuyau, là. Et là, l'eau, autant en bas qu'en haut, catastrophe, il fallait refaire le système d'eau, des millions et des millions de dollars. Là, ça a été une décision difficile à prendre parce que tu te dis, il n'y a pas d'autre solution, on peut pas. C'est drôle à dire, hein? Tu es tout près du Saguenay, tu es obligé d'aller chercher l'eau à Chicoutimi-Nord, tu n'es pas capable de la prendre direct, là, puis à moins de reconstruire une usine, ça coûtait plus cher. C'était vraiment un problème majeur. Mais moi, je pense, comme maire d'une ville, la priorité numéro 1, c'est l'eau potable. Hein? Les fosses septiques, ça s'installe, mais de l'eau potable, c'est fondamental. On ne s'en rend pas compte souvent parce que c'est devenu une gratuité, puis c'est devenu quelque chose de courant. Mais dans plusieurs pays du monde, là, c'est important. Mais même ici, quand tu es éloigné, les gens qui n'ont pas d'eau, on en a dans notre ville qui sont à des distances énormes. C'est sûr que payer 1 million pour alimenter 3 maisons, là, on n'est pas tellement content de ça. À Chipcha, c'était des agglomérations importantes. Mais finalement, dans les budgets, à force de discuter, bon, on a réussi, là, l'arrondissement Jonquière qui avait partagé le budget. On a décidé d'investir pour donner l'eau potable à Chipcha. Ça a été la première opération coûteuse. Elle était coûteuse. Après ça, il y avait une marina en bas qui avait toujours été, là, un petit peu un sujet de discussion. Alors, pour mettre un terme à tout ça, la Ville a décidé d'en faire l'acquisition. La Ville a fait l'acquisition de la marina et, entre-temps, on l'opère. Actuellement, on l'opère. Je ne sais pas comment ça va toujours être le cas. On opère cette marina-là avec une formule qui ne nous coûte pas trop cher. Après ça, on voulait faire des pistes cyclables. Hein? Des pistes cyclables, c'est populaire partout en ville. Mais il y a une piste cyclable qui a été faite à Jonquière qui est formidable. Et on a eu des subventions importantes. Et parmi les subventions, il aurait été possible d'avoir une subvention pour faire un pont. On n'a pas vu ça souvent, là, seulement pour les bicyclettes. Mais c'est large. Pensez-y, de partir du bout de la piste cyclable s'en venir à Chipcha, c'est large le Saguenay à cet endroit-là. On a regardé ça, ça n'avait pas de bon sens. Ça ne tenait pas, même si c'était une subvention, des fois, ça ne tient pas, là. Ils ont beau dire on subventionne. Là, on négocie avec le gouvernement, on a dit, écoute, donnez-nous-là, pareil, la subvention, mais on va l'investir dans la piste cyclable ailleurs. Regardez, là. Après ça, le pont, l'hiver, tu fais quoi? C'est glacé. Faut que tu le prennes, tu le mets dans ton garage. Ah, c'est pas drôle, là. Il fallait tirer ça sur le bord. C'est une façon de parler, mettre dans le garage. Tout ranger ça n'avait pas de sens. On a dit, on va faire plutôt un traversier. Alors là, les gens peuvent partir du bout de la piste cyclable. Si vous aimez le vélo, là, allez faire la piste cyclable à Jonquière. C'est Jean-Pierre Blackburn qui nous a obtenu une subvention. Là, c'est la plus belle de la ville. Hein, il est très long et tu t'en viens jusqu'à Chipcha avec le petit bateau. C'est gratuit. Alors, tu fais un tour de bateau, même si vous allez à Chipcha, à la marina, vous pouvez embarquer dans le bateau, faire un petit tour. C'est sûr, à ce temps-ci de l'année, c'est moins profitable, mais quand en plein été, vous partez, puis vous allez faire un petit tour de bateau, aller d'un bout à l'autre, ça prend à peu près
10-15 minutes faire l'aller-retour, et ça vous permet d'observer le paysage. Je vous le dis, là, c'est chic, là. Chipcha, c'est beau. Puis cet endroit-là, la partie du plateau est très belle aussi, mais on n'a pas la même vue. Hein? Ce n'est pas aussi pittoresque que la partie qui est près du Saguenay, qui, elle, c'est extraordinaire. Après ça, il fallait faire... Il y avait un festival qui se développait, qui a fait la manchette longtemps, là, le Festival forestier, qui s'est développé peut-être à un rythme trop rapide. On sait ce qui est arrivé, on va oublier ça. Mais il reste qu'il fallait que le site... On a aménagé le site et faire un centre multiservice parce que le festival, ça durait, et j'espère que ça va revenir, mais on verra dans le temps comme dans le temps, mais ça durait une semaine à peu près. Alors là, une semaine dans l'année, c'est pas beaucoup là, pour faire des aménagements comme ça. Et il y a beaucoup d'activités importantes à Chipcha c'était dans des locaux désuets. Alors, on a dit, on va faire une bâtisse sur ce site-là, et parce que ça nous fait un grand stationnement, ça nous fait des aménagements extraordinaires. Alors, on va faire un site où on va pouvoir, les citoyens vont pouvoir en profiter 12 mois par année. Il y avait le local des Chevaliers de Colomb, c'était fini, là. Quand c'est fini, là, recommencer du neuf dans du fini, ça ne se fait pas, hein? On a mis ça à terre, puis on a fait un centre, on appelle toujours ça un centre multiservice. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de services dans le centre. Et ça a été un des plus beaux en ville, hein? Si vous passez près de Chipcha, allez voir ça, c'est vous autres qui l'avez payé. C'est un centre extraordinaire. Là aussi, on a obtenu des subventions. Ça a été dur d'avoir des subventions pour ça, parce qu'il y avait des délais. On n'était plus dans les délais. Ça ne finissait plus parce qu'on en avait trop eu. Dans les subventions, on a été gâtés, là. Dans Chantier Canada, on a été gâtés, mais on avait des dossiers bien montés, bien préparés, puis il y avait une bataille constante avec le ministère pour l'obtenir. Je ne suis pas sûr que les autres villes se battaient autant. Je pense qu'on a eu plus que notre part du gâteau. Et ça faisait partie. Donc, ça veut dire que les 2 tiers de cette bâtisse-là étaient payés par les gouvernements. Puis moi, je suis partisan du fait que quand ces 2 tiers sont payés par le gouvernement, bien, prends-les pendant que ça passe. Si tu ne le prends pas, ça ne passe plus. Puis c'est une autre ville qui l'a. Alors, quand tu payes 10-15 là, on oublie ça. Mais quand ils viennent payer 2 tiers de l'équipement, c'est le temps. Et des subventions comme ça arrive à certaines périodes, hein? Et dans ce temps-là, c'était Chantier Canada. On a une autre période qui s'annonce. Il faut profiter pour en avoir le plus possible. Et là, de plus en plus, ils essayent d'établir l'équité entre toutes les villes. Mais si les villes ne présentent pas de projet, c'est le plus beau projet qu'il a. Alors, on essaie d'être les champions dans ça. Il fallait aussi réorganiser le service d'incendie. On va vous dire, ils n'avaient pas. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Ils ont été chanceux, là, parce que c'était désuet, là, le service d'incendie. C'était ridicule, là. S'il y avait eu un feu là, je pense qu'on se serait promené avec des chaudières, là. Il devait y avoir des feux, là, je n'ai pas l'historique, mais il fallait organiser un service d'incendie potable. Parce que vous savez que la Ville, on s'est donné là, comme vocation puis comme objectif d'avoir un service d'incendie là, très performant. Vous n'entendez pas souvent dire qu'il y a des feux qu'on ne contrôle pas. Alors, c'est 10 hommes en 10 minutes, hein? Sauf des territoires éloignés où on se dit là, c'est impossible. Mais il reste que, tant qu'on peut, partout en ville, 10 hommes en 10... Je dis un homme, une femme, là, excusez-moi, là, 10 pompiers en 10 minutes. Alors, ça, là, ça prend toute une coordination. Il faut que ça soit bien organisé. C'est 24 heures par jour. C'est le jour de l'an puis le jour de Noël, là. C'est tout le temps. Tu as 10 hommes rendus là, costumés, prêts, avec tous les équipements. On est bien organisé. Donc, et il fallait organiser des parcs. Alors, les parcs, là, il fallait en organiser. Il y avait des terrains de jeu, là, mais les terrains, va t'amuser sur le terrain. C'est pas ça que ça prenait. Je me rappelle les principaux parcs. Il y avait François Fillon qu'on a organisé, les eaux vives, la Maison des jeunes. Ça, c'en est que j'ai en mémoire, là. Des parcs importants qu'on a aménagés à Chipcha. Puis comme dans tous les quartiers, l'asphalte, des égouts à des places où c'était fini, du développement de quartier parce que les gens sont attirés, là. C'est à 2 pas de l'agglomération, à 2 pas du centre-ville de Chicoutimi. C'est pas loin, Jonquière est pas loin. Puis il faut vraiment que les gens aiment aller habiter là. Il faut que ça voyage facilement. Et on avait aussi le fameux pont d'aluminium qui était négligé. Là, le pont d'aluminium, il fallait que la Ville le répare, ça coûtait une fortune. Là, ça ne fait pas négocier avec le gouvernement. On ne pouvait quasiment plus s'en servir. Si tu avais des camions de plus d'un certain tonnage qui passaient dessus, c'était dangereux. Et des fois, tu ne le vois pas, hein, mais j'apprends qu'il y a des camions beaucoup trop gros qui passent dessus. Oh, ça ne fait pas être dangereux. Puis, je ne sais pas s'ils le savent. On a beau mettre une pancarte, passe pareil. C'est un raccourci, puis eux autres sont habitués de passer par là, passent pareil. Ils sont chargés, sont-ils chargés? On ne le sait pas trop, il n'y a pas de balance. Non. La sécurité, c'est fondamental.
Sécurité, 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 là, vous le savez, c'est pas juste à la ville, c'est dans les industries, c'est partout. On n'aura pas un mort parce on s'est endormi, là. Il faut se réveiller. Alors là, on a dit non, terminé, il faut le réparer, le pont. Alors là, on a un pont qui est presque neuf. C'est l'unique pont en aluminium au monde. Alors, j'en ai parlé lors d'une émission précédente. Ça, c'est beau. Puis, entre-temps, Rio Tinto bâtissait mettait des turbines à côté du pont, des nouvelles turbines. Ça a fait pas mal de brassage dans le coin. Ça s'est fait juste à côté de la fameuse ville, la ville Racine, là, qui n'existe plus. On n'a presque pas d'image, mais c'était juste à côté du pont d'aluminium. Alors, tout ça s'est installé et maintenant, là, on a pris de l'avance. À Chipcha, c'est devenu pas mal organisé. Là, il y a beaucoup de choses à perfectionner. Là. Il nous en reste encore beaucoup à faire dans les années à venir. Mais on peut dire qu'il y a un bon bout de chemin. S'il y a une des villes sur laquelle on a beaucoup investi, qu'on a réaménagé, je pense que, toute proportion gardée, c'est à Chipcha que ça en est fait le plus. Hein? Plus que dans toutes les autres villes. Toute proportion gardée, j'entends bien, là. Parce qu'il y en avait à faire, mais il s'en est fait beaucoup. Alors, la semaine prochaine, je vais vous revenir avec une autre municipalité ou un autre équipement, mais on est après à faire le tour et on a encore beaucoup de choses à faire, mais Saguenay, ça devient une ville intéressante, une ville bien équipée. C'est ça qu'on avait comme objectif lors de la fusion. Il faut aussi enrayer le chômage, créer de l'emploi. Ça aussi, avec Promotion Saguenay, on est après faire un beau travail. Je vais vous revenir avec le travail que Promotion Saguenay fait. Alors, je vous laisse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au même poste. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission, faire des suggestions, poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.